Tutoriel, nous allons illustrer comment le signal résultant d'une expérience pompe-sonde en femtochimie donne une information en temps réel concernant la dynamique d'une molécule dans un état électronique excité. Dans ce CDF, nous considérons un cas très simple où l'approximation de Born et Oppenheimer est valable. Autrement dit, la dynamique des noyaux implique un seul état électronique à la fois. La courbe d'énergie potentielle électronique est représentée par un trait noir très plein et ici elle est répulsive, autrement dit elle va conduire à une dissociation en fragments. L'abscisse, que j'appellerai X, représente la distance entre deux atomes ou deux groupes d'atomes qui vont se séparer et tout est calibré dans ce logiciel en unité atomique. Le temps apparaîtra au-dessus du graphe à gauche en unité atomique et la masse de la particule fictive associée au mouvement relatif est posée ici égale à 1 UA parce que c'est uniquement le comportement qualitatif que nous voulons illustrer. Dans une expérience de femtochimie, un premier laser, que l'on appelle le laser pompe, induit une transition ultra rapide des électrons depuis l'état fondamental vers l'état excité que nous allons analyser. Le temps initial, t égale à 0, correspond à la fin de cette transition électronique. En admettant que la transition est de type Franck-Condon, donc ultra rapide, la fonction d'onde qui va décrire les noyaux, qui va décrire la particule fictive, reste inchangée pendant la transition électronique. Donc, elle correspond à l'état de vibration fondamentale, de l'état électronique fondamental, et elle est donc une gaussienne centrée sur la position d'équilibre dans l'état fondamental. Le modulo carré de cette fonction d'onde est dessiné ici en bleu. Il va donc donner la densité de probabilité de localiser la particule pour les valeurs de l'abscisse X et la valeur moyenne est représentée par un point rouge. Au cours de la dynamique, on pourra suivre la valeur moyenne qui sera indiquée au-dessus du graphe en unité atomique. Avant de discuter du signal de femtochimie, nous pouvons regarder quelle est la dynamique de ce paquet d'ondes que nous avons créé lors de la préparation par la pompe. Alors pour voir l'évolution commence avec run et on va voir que la gaussienne évolue, elle se déforme lentement, la position moyenne évolue, traduisant le fait que la longueur internucléaire augmente, on va vers la dissociation et on voit également que le paquet d'ondes s'étale. C'est un comportement fortement analogue à ce que l'on a pour la particule libre qui se déplacerait sur un potentiel constant. Alors, je reviens à la condition initiale avec le reset. Voilà, maintenant, pour obtenir un signal, on va utiliser un second laser que l'on appellera le laser sonde. Ce laser va induire une transition vers un autre état électronique excité. Alors, cet état est représenté ici en tiret noir. Le signal expérimental provient de ce second état électronique excité. Il peut être de différentes natures, par exemple, ça peut être un signal de fluorescence ou un courant d'ion ou d'électrons. Alors, le point important est que la sonde va être choisie pour que le système réagisse lorsqu'il a une certaine géométrie qui va permettre de respecter la loi de Planck. L'énergie centrale de la sonde est indiquée ici et nous pouvons modifier cette énergie grâce à ce bouton EPH. L'énergie est définie sur un certain domaine, donc l'énergie des photons s'étend sur un domaine qui a été fixé ici
à 0,02 UA. Alors, les flèches verticales sont très importantes pour comprendre ce qui se passe. Elles indiquent le domaine delta X des distances telles que la relation de Planck est satisfaite. En effet, pour ces géométries, l'écart énergétique entre les courbes d'énergie potentielle des deux états impliqués est tel qu'il est précisément égal à h nu. Donc, la relation de Planck est satisfaite. Le choix de l'énergie de la sonde définit ainsi une zone de détection, delta X, et un centre de détection. Donc, le deuxième état électronique excité ne permettra de fournir un signal que s'il est peuplé. Autrement dit, que si le système présente la bonne géométrie pour qu'il puisse réagir à la sonde, absorber les photons et faire la transition électronique. Considérons un exemple précis. Je vais choisir une valeur de l'énergie de la sonde, par exemple celle-ci. Donc, dans ce cas, nous allons tester si la liaison est allongée mais pas encore complètement rompue. Le domaine de détection est situé ici. La pompe a permis de définir le temps initial t égale à 0 et ce temps va être le temps de la dynamique. Mais la sonde va être appliquée avec un certain délai ou retard par rapport à ce temps. Et l'abscisse du graphe de droite va donner ce délai, donc ce retard de la sonde par rapport à la pompe. Et ce temps est identique à celui de la dynamique. Alors, il est évident qu'en pratique, la résolution temporelle de l'impulsion doit être bien plus courte que le temps caractéristique de la dynamique moléculaire que l'on veut tester. Alors, nous allons lancer la dynamique et observer ce qui se passe. Je lance la dynamique avec Run. Donc, comme tout à l'heure, le paquet d'ondes évolue, on voit la position moyenne qui évolue, le temps s'écoule, j'arrête de nouveau avec Run. Voilà, si je stoppe la dynamique à cet instant qui sera ici t égale 0,32, que se passe-t-il? Le paquet d'ondes a évolué, mais la densité de probabilité de localisation est nulle dans la région de détection. Le paquet d'ondes n'a pas suffisamment évolué pour atteindre la région de détection. Donc, si on applique la sonde à ce temps 0,32, il ne se passe absolument rien. Le système ne réagit pas à la sonde, il n'y a aucun signal. On continue la dynamique, le paquet d'ondes évolue et nous allons le stopper quand il est déjà un peu dans la zone de détection. Donc je l'arrête ici. Donc si l'on applique la sonde à ce temps 0,71, on voit que nous avons du signal. Alors, je continue. Que se passe-t-il maintenant si j'applique la sonde après un temps qui serait par exemple 0,97? La probabilité de présence donne une probabilité pour une distance x bien plus grande que la zone de détection. Donc il n'y a quasi plus de probabilité de présence dans la région de détection et le système ne réagit plus à la pompe, il n'y a plus de signal. Illustrons ici que le profil type d'un signal lorsque la sonde est adaptée pour détecter une molécule allongée est en cours de dissociation est une courbe en cloche et le délai qui correspond au maximum de cette courbe en cloche va donner le temps nécessaire pour que la distance internucléaire varie depuis la valeur qu'elle avait initialement au moment de la préparation par la pompe jusqu'à la valeur qui correspond à cette zone de détection où la géométrie est propice
à ce que le système réagisse à la sonde et peuple le deuxième état électronique excité qui donne le signal. Donc nous voyons que le signal expérimental donne bien une information sur la dynamique de la dissociation, donne bien une indication sur le temps réel nécessaire à l'évolution du système. Alors voyons maintenant ce qui se passe si la sonde est adaptée à détecter un fragment. Donc je choisis la valeur maximale de la sonde de cette application. Alors l'écart énergétique entre les courbes d'énergie potentielle est maintenant l'écart entre les asymptotes et la zone de détection est très étendue. Alors l'excitation du fragment pourra avoir lieu dès que le paquet d'ondes atteint cette région. Alors à nouveau, nous lançons la dynamique avec Run. Alors le paquet d'ondes évolue, la position moyenne se déplace, le paquet d'ondes s'étale et si l'on imagine que on applique la sonde, par exemple, après ce temps 0,48, rien ne se passe, bien entendu, puisqu'il n'y a encore aucune densité de probabilité dans la région asymptotique. Alors, doucement, ce paquet d'ondes va atteindre la région asymptotique. La particule fictive va se comporter alors comme une particule libre, puisque le potentiel devient constant. Et maintenant, nous avons possibilité d'exciter le fragment et cette fois, quel que soit le délai avec lequel nous allons appliquer la sonde, nous aurons toujours une réaction du fragment. Le fragment peut être excité et cette fois, le signal va prendre la forme d'un palier. J'arrête à nouveau la dynamique et nous voyons que la forme typique lorsque la sonde est adaptée à faire réagir le fragment est un palier, un saut, et le temps auquel apparaît le saut va nous donner une indication très précise sur le temps nécessaire pour dissocier la molécule, donc pour rompre la liaison étudiée. Alors, je rappelle encore que le temps ici est adapté à la calibration avec une masse de 1, mais en pratique, bien entendu, les masses sont beaucoup plus grandes et les temps caractéristiques seront plutôt de l'ordre de la centaine de femtosecondes. Voilà, dans un autre tutoriel, nous pourrons illustrer comment ces signaux se modifient et quelle est la spécificité lorsque l'état électronique analysé subit une interaction non adiabatique. Je vous remercie de votre attention. À une autre fois.